Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos. Alors salut à tous, je suis Jérôme Colombin, bonjour. Et bonjour à toutes et à tous, je suis François Sorel. Comment ça va Jérôme Colombin, dites donc? Écoute François, je suis ravi de te retrouver pour ce nouveau numéro de Chez Jérôme et François, le podcast mensuel de 01 TV dans lequel on débriefe l'actu tech en tête à tête, au coin du feu, chez nous, chez Jérôme et François, même si évidemment c'est un peu virtuel puisqu'on est chacun chez soi. Oui, vous savez que c'est vraiment le podcast fait comme à la maison chez Jérôme et François. D'habitude, on est dans des studios, etc. On se la pète, on se la donne. Là, Jérôme est en pyjama. Moi, je suis en short et on est chacun chez soi. Voilà, pour tout vous dire. Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi avec ce podcast, c'est que on essaie d'avoir un ton un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on vous raconte un petit peu notre vie de journaliste, qui est pas toujours passionnante, hein, on l'avoue, hein, quand même. Mais voilà, on aime bien aussi vous partager ce qu'on fait de notre quotidien. Exactement. Voilà, donc c'est le numéro d'avril. On va parler de l'actualité du mois d'avril qui a été dominée en fait par l'événement qui vient d'avoir lieu il y a quelques jours à peine, qui sont évidemment les annonces Apple. Donc on va parler des annonces Apple, si tu es d'accord, François. Mais bien sûr, c'est une très bonne idée, Jérôme. Voilà. Et puis on évoquera aussi un autre sujet qui peut être un peu lié à la keynote Apple. C'est la période qu'on vit, qui est un peu particulière et qui notamment a complètement bouleversé, révolutionné les keynotes, Jérôme. On l'a remarqué, souvent on se fait la réflexion tous les deux. Avant, on avait des keynotes qui duraient 1h30 avec des applaudissements, des coups de mou, des choses pas toujours très intéressantes. En fait, la pandémie a au moins ce truc de bien, c'est qu'elle a réinventé les keynotes. Et on en parlera tout à l'heure et on vous donnera un petit peu notre avis sur ce reboot, en fait, des communications des grandes marques. Voilà. Et puis, on doit vous dire que, comme promis, ce podcast que vous écoutez donc probablement comme un podcast, en différé, est enregistré en live, en public, sur Clubhouse. Et là, on entend les applaudissements. Voilà, on entend les applaudissements. Non, mais on se croirait dans les grosses têtes un peu, tu sais. Et non, mais c'est vrai, mais en public, mais parce que le public là est là, mais ils peuvent pas applaudir, mais ils sont nombreux et on les salue. Voilà, on en salue quelques-uns, Anthony, Étienne, Stéphane, qui est un fidèle, Canton, Valentin, Swan. Nous avons Jeff aussi, Adrien, Jacques, enfin tous qui sont là, on vous salue mais merci d'assister à cette première. Hein. J'espère que tout va bien marcher. Voilà, on a été très bavard, on a dépassé la durée du générique, donc c'est parti pour Chez Jérôme et François. Avant de rentrer dans le dur, voilà, on va vous raconter un petit peu dans quelles conditions on fait ce live sur Clubhouse. Vous savez que Clubhouse, normalement, c'est une appli réservée à l'iPhone, très orientée smartphone. Il n'y a pas de version web, mais bien nous, en fait, nous sommes connectés par ordinateur. Oui, alors Jérôme est devant son Mac, moi je suis devant mon Mac. Et donc, on a branché un super micro sur le PC, ce qui fait qu'on passe pas par des AirPods comme on le fait d'habitude ou par des systèmes Bluetooth. Là, on a notre bon micro avec notre bon casque. On est dans la configuration podcast, hein, Jérôme. Exactement, et ça, c'est possible grâce à une application qui s'appelle Club Deck et qui est une application développée par des Français. Et alors, on va vous faire un petit plaisir. En fait, je crois qu'il y a le développeur de l'application Club Deck est avec nous. Alors, je vais le faire monter sur scène. Je vais l'inviter, c'est Philippe Breuss. Philippe Breuss, voilà, qui est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Jérôme, bonjour François et bonjour à tous. Bonjour Philippe. Alors grâce à vous Philippe, on découvre une autre façon de faire du Clubhouse avec cette application. Racontez-nous un petit peu, vous pouvez nous la décrire un petit peu tant que vous êtes là, en quoi elle consiste? Bien sûr. Alors, l'idée est assez simple, c'est que nous on a découvert Clubhouse donc avec Pierre Stanislas, un ami de longue date, il y a quelques mois maintenant, enfin quelques semaines en fait, et on s'est dit il y a plein de choses sympas à faire. Maintenant, ce serait si on arrivait à le faire, à écouter Clubhouse sur son ordinateur, sur son Mac, sur son PC, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Puis on a découvert qu'en fait ça
C'est possible. effectivement, c'était une autre expérience de Clubhouse, c'était possible et Ouais. que ça permettait du coup d'enrichir énormément l'usage qu'on peut faire de Clubhouse et ça, en s'affranchissant des limitations qu'impose un smartphone avec sa taille d'écran et puis ses boutons. Et il se trouve que ça rend service on s'est aperçu que ça rendait service à des gens qui hostent des conférences, des rooms en fait, tout simplement. Oui, parce qu'il y a plein de Donc on s'est fonctions lancé dans supplémentaires. ce projet, ouais. Voilà, alors on Ouais. a accès, on peut enregistrer, hein, donc on enregistre nativement depuis l'application. On peut envoyer des petits jingles. Là, je peux envoyer des petits clap si je veux. Voilà, on peut s'auto-applaudir. L'ergonomie est plutôt sympa. C'est plutôt bien. Mais alors, ça n'a aucun lien avec Clubhouse. Vous les avez prévenus ou pas du tout? Alors oui, nous on fait ça. Enfin, on a prévenu Clubhouse. Pour l'instant, ils nous connaissent pas vraiment encore. Donc on attend de voir ce que ça donne. Nous, on l'a fait un peu comme un projet expérimental au début, puis on s'est aperçu que ça nous apportait quelque chose et ça apportait quelque chose à d'autres gens. Donc finalement, on s'est un peu pris au jeu, puis on continue à l'enrichir. Après, on a vraiment à cœur de faire les choses dans le respect des règles de Clubhouse. Donc voilà, on peut pas aujourd'hui, par exemple, vous pouvez pas créer un compte sur Club Deck. Oui, on peut pas créer un Il faut le compte. faire Il faut depuis un déjà iPhone. l'avoir C'est créé vraiment voilà. sur iPhone par ailleurs, hein. Il faut effectivement l'avoir. Exactement. C'est D'accord. simplement quand on a son compte, on peut avoir son compagnon Club Deck sur PC ou sur Mac pour faire des choses un peu plus avancées. D'accord. Oui, c'est un peu comme le TweetDeck de confortable. Clubhouse, quoi. Hein, Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça l'idée, Ce qu'était effectivement. TweetDeck à Twitter, en fait. Bon, Mais bah écoutez, Philippe, super. C'est une bonne comparaison. Qu'est-ce que vous faites dans la vie pour avoir le temps de fabriquer cette appli? C'est quoi votre métier? Alors nous alors avec Pierre, sauf qu'on est entrepreneur par ailleurs dans la tech, donc ça fait une quinzaine d'années qu'on fait ça. Et donc on est sur d'autres sujets. On est en l'occurrence ce qui occupe nos journées, c'est We Love, donc c'est une assurance auto, c'est une assurtech en fait, une assurance auto à l'usage sur smartphone là aussi. Et puis on occupe nos soirs et nos week-ends avec Club Deck qui est un petit projet à côté, quoi. Est-ce que vous avez Bravo. le projet de sortir une version Android? Je crois que ça existe déjà, officieuse. Oui, alors ça existe officieusement. Après, c'est dans les cartons officiellement chez Clubhouse. Non, on n'a pas vocation à remplacer les applis mobiles, simplement. Est-ce que vous Voilà, avez comme vous le vocation disiez, à vous faire racheter par Clubhouse? Je pense pas enfin, voilà, comme vous disiez, ce serait déjà bien voilà, qui nous donne, qu'on ait accès à l'API quand elle sortira officiellement. Et puis voilà. Mais non, enfin, pour l'instant, on est un petit peu, on enrichit l'application au gré des retours que nous font les différents utilisateurs. Nous, ça nous amuse assez bien de bidouiller. Donc voilà, on fait ça un peu au jour le jour, quoi. Ok, bah super. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci d'être passé nous voir, Philippe, Merci, Philippe. en ouverture de ce podcast. Et donc, on peut télécharger Et merci à vous. l'application Club Deck sur Mac et sur PC. Hein. Tout à fait. Voilà. Et c'est Tout à fait. C'est clubdeck.app. Voilà. Oui. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. On va Merci, maintenant Philippe. passer au sujet Merci à Apple, vous. hein, François. Allez, Et donc, on y va. je Tu vais mets un jingle bénéficier des fonctions formidables de Club Deck et je vais envoyer un petit jingle. La keynote Apple du printemps. Alors, on en a déjà beaucoup parlé sur 01 TV, bien sûr, puisqu'on avait on a fait le live comme d'habitude. Hein, on a suivi la keynote en live. Et puis, on en a reparlé dans 01 Hebdo. Avec Jean-Baptiste de The E-Collection qui était avec nous, qui est très sympathique. Hein. Alors, on savait Oui, que c'était super. C'est la première fois qu'on le faisait venir. Il est très compétent dans le domaine Apple et on a passé un bon moment avec lui. On le remercie encore. Alors, dans chez Jérôme et François, souvent, on se regarde le nombril et la première question, c'est qu'est-ce que tu en as pensé? Donc, je vais te poser cette question-là, François. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette keynote? Qu'est-ce que tu en retiens, toi? Écoute, tu sais quoi? Moi, je trouve que cette keynote était plutôt bien parce qu'on a eu des surprises. C'était pas du réchauffé parce que, et tu le sais très bien, depuis quelques années, une keynote Apple arrive et on sait tout quelques jours avant, hein. De la couleur des nouveaux produits aux fonctions les plus cachées, etc. Il n'y a plus de secret dans les keynotes Apple. Ça devient de plus en plus rare. Et là, on s'est pris une espèce de coup de poing dans la figure avec des nouveaux trucs
qu'on n'attendait pas. On se regardait avec Jérôme avec des yeux ronds pendant la keynote en disant Ah ouais, oh, c'était Noël, mais, hein. mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On n'avait pas prévu ça. Un iPhone violet, mais ils sont fous quoi, on n'était pas au courant. Et puis après donc les iMac, bon l'iPad c'est un petit peu plus traditionnel et on se doutait qu'il y avait ça. Les AirTags, bon on n'y croyait plus parce que ça faisait 2 ans que voilà on attendait ce produit. Donc voilà, moi j'étais agréablement surpris. Là je parle du fond, hein, de la forme on en parlera un petit peu plus tard, qui était aussi très intéressante je trouve. Ouais, tout à fait. Alors moi, j'ai beaucoup aimé quand même parmi tous les produits. On va pas tout refaire, tout le détail, mais bon, évidemment, ces iMac ultra plats comme ça sont incroyables. Il y a Nicolas Lelouch qui est là. On va peut-être tout dans un instant, on lui demandera un peu son avis, Nicolas de 01net. Moi, ce qui m'a le plus plu, je vais te le dire, ce sont les AirTags. Sans hésitation. Pourquoi? Parce que c'est quoi? C'est rien, c'est des gadgets, c'est des petits machins pour retrouver ses clés ou son portefeuille et tout. Mais je trouve que c'est le plus marrant technologiquement parlant parce que ils font un truc qu'ils sont les seuls à pouvoir faire, qui est super bien pensé, qui rend un service malgré tout. Alors, c'est vrai, moi j'ai vu passer des commentaires sur Twitter, hein, on a vraiment besoin de ça pour savoir où on a mis ses clés. Alors, il se trouve que oui, moi j'en connais des gens qui oublient leurs clés, leur portefeuille, hein, n'est-ce pas, François Sorel? Ça marche pas bien, Clubhouse. J'en connais des gens qui perdent tout le temps leurs affaires, donc je pense qu'il y a une vraie utilité. Mais au-delà de ça, c'est la manière dont le truc est conçu qui est vachement bien parce que donc, si je peux résumer rapidement, on sait que ces petits bidules-là, qui servent donc à localiser des objets, ça marche très bien quand on est à la maison parce que c'est du Bluetooth, donc c'est de la courte portée. Et puis dès qu'on sort, eh bien, en fait, ça marche plus vraiment puisque on peut pas mettre à l'intérieur un GPS parce qu'un GPS ça consomme trop d'énergie. On peut pas mettre une puce 4G 3G ou 4G pour nous envoyer l'information parce que ça consomme trop. On pourrait utiliser du réseau bas débit, du LoRa, du Sigfox, etc. Mais bon, c'est compliqué aussi. Et puis, comment se localiser? Et là, ils font ce truc qui est assez génial, qui est qu'ils vont s'appuyer sur le réseau constitué par tous les iPhones et tous les iPads et même, je crois même tous les MacBooks, c'est-à-dire tous les produits Apple qui sont en circulation dans le monde. Donc, ça veut dire que concrètement, tu es dans un restaurant, tu as l'AirTag sur ton trousseau de clés, tu oublies ton trousseau de clés dans le restaurant, tu rentres chez toi. Eh bien, le restaurant, tu veux dire cet endroit cet endroit, tu te souviens, il y a un an mangé à l'intérieur, c'est ça? Exactement. D'accord. Exactement. Et bien en fait, tu pourras localiser tes clés parce que le AirTag va attraper le premier iPhone qui sera dans le coin et il va indiquer sa position et la position te remontera jusqu'à toi grâce à cet iPhone d'un inconnu qui passait par là, qui ne s'en rendra même pas compte et qui aura servi à quelque chose sans le vouloir, quoi. Je trouve ça assez génial. C'est un peu du grid, connecting, quoi, en quelque sorte. Alors, ouais, voilà, c'est ça, c'est du mesh ou du grid, exactement. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé les AirTags. Je trouve que c'est super intéressant pour cette raison-là, en fait. Mais tu sais quoi, on va donner la parole à Nicolas Lelouch parce que je sais que Nicolas, c'est un sujet qu'il apprécie beaucoup et je crois qu'il partage en fait ta vision des choses. Et mon enthousiasme. Et ton enthousiasme, parce que pour lui, c'est le produit de cette keynote. Salut Nicolas. Salut François, salut Jérôme. Ouais, Salut Nico. je suis hyper d'accord avec Jérôme sur l'AirTag. Je n'attendais pas tellement ce produit au début quand les rumeurs sont apparues il y a maintenant plus de 2 ans. Ça fait tellement longtemps qu'on parle du AirTag. Je me disais, mais pourquoi Apple se lance dans ce marché? Il y a déjà Tile, il y a déjà plein de petites startups qui au final n'ont jamais vraiment réussi à s'imposer. Donc pourquoi en fait une marque comme Apple voudrait lancer son produit? Et au final, avec du recul, quand je vois justement cette histoire de réseau avec le milliard d'iPhone en circulation dans le monde entier, la possibilité d'utiliser justement des puces qui sont exclusives au matériel Apple pour l'instant pour trouver ultra précisément un produit dans sa maison, je pense que ça a du sens, que ça prouve en fait à quel point cette marque elle est capable de construire un écosystème complètement différent de la concurrence et tellement contrôlé qu'il est impossible à concurrencer. Et j'ai assez hâte de voir comment ça va évoluer. Je vous en ai parlé déjà ces derniers jours, mais je pense que les AirTags, c'est un peu les prochains AirPods pour Apple et que dans quelques années, les gens diront mais attends, t'avais pas un AirTag dans ton sac ou alors est-ce que ta télécommande elle a un AirTag intégré? Je vois en fait la marque partir justement et se diversifier dans tout l'écosystème Apple et possiblement ailleurs parce que je suis sûr que les concurrents vont tenter de faire quelque chose de similaire. Donc je suis très impatient de voir. Alors Samsung l'a un peu l'évolution fait du produit. déjà.
Oui, oui, bien C'est un sûr. peu le même principe en fait. Et d'ailleurs, c'est un peu injuste parce qu'ils l'ont sorti avant, on en a parlé moins, mais c'est un peu le même Mais il y a concept, je crois. il y a la même technologie, Jérôme et Nicolas, avec le tag de Samsung, Ça, c'est la Il y en a, question qui il y qui en servent a, mange. aussi du réseau mesh de tous les Samsung il y en a que deux le chez tag peut traquer. Samsung de produits. Il y a le Galaxy Smart Tag et le Galaxy Smart Tag Plus. Donc le premier, bah non, en fait, c'est juste un tracker Bluetooth qui ne sert qu'à localiser ses clés à la maison. Donc c'est pas vraiment quelque chose de Ouais. révolutionnaire. Par contre, le deuxième qui vient d'arriver sur le marché, c'est tout nouveau pour le coup. Lui, c'est vraiment un vrai concurrent de ce que propose Apple. Il est censé justement utiliser le réseau de tous les téléphones Samsung en circulation. Maintenant, après, il y a toute la faiblesse justement de l'écosystème fragmenté de Samsung, à savoir que tous les téléphones n'ont pas forcément les dernières mises à jour, tous n'ont pas en fait déployé tout ce système, alors qu'Apple, en fait, ça fait 2 ans qu'ils ont implémenté ce système localisé dans tous les iPhones. Donc, du coup, ils ont de l'avance et ils avaient préparé le coup pour qu'au moment où le AirTag arrive, tous les iPhones en circulation soient capables d'en repérer. Donc, à terme, Samsung va peut-être être celui qui va le mieux rivaliser avec Apple, mais il va falloir voir s'ils arrivent vraiment à imposer leur écosystème parce qu'ils n'ont jamais été très bons en maison connectée. Ils ont toujours eu besoin de Google. Mhm. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut imaginer que les prochains produits, par exemple, je dis n'importe quoi, mais les prochains AirPods intègrent en fait cette technologie, non? Ah, personnellement, j'en suis convaincu. Je suis même assez déçu de ne pas les avoir vus lancer sur la nouvelle Apple TV une télécommande avec cette technologie. Ça a du sens. C'est sûr que c'est la prochaine étape et qu'ils commencent avec le AirTag et qu'après ils vont mettre ça de partout. Mais retrouver sa télécommande dans la maison ou lancer d'autres produits, Apple a évidemment tellement de gammes qu'ils peuvent mettre des AirTags partout. Je pense que tous les produits Apple, à terme, auront cette petite puce de localisation qui permettront à la fois de les localiser à la maison et à la fois de les localiser si on se les fait voler à distance, puisqu'il n'y a pas besoin de connexion comme avec un téléphone. Oui, c'est vrai que la télécommande, ça prend tout son sens. En plus, c'est presque la pub qui a été montrée lors de la keynote, quoi. Enfin, en l'occurrence, ils cherchent ses clés entre les coussins du canapé, mais c'est plus souvent la télécommande qu'on cherche entre les coussins du Ouais, canapé, en fait. ouais, c'est clair. En tout cas, c'est un produit très intéressant qui, bon, pour un produit Apple, est relativement abordable. On est à quoi? 35 Un peu moins euros. de 35 euros, c'est ça, 35 hein? euros pièce, et puis après, il y a des packs. Alors bon, 35 euros, c'est une somme, mais pour un produit Apple, Oui, mais c'est à peu près le prix hein, pour ces trucs-là. Enfin, Oui, mais je sais là, plus combien avec toute coûtent cette... les. Parce que la marque leader, c'est comment elle s'appelle, Nico C'est Tile. Tile. Voilà, ils sont très bons d'ailleurs les Tile, Oui, mais mais en on intérieur peut pas seulement. dire que ce soit les mêmes produits, Jérôme. Là, il y a beaucoup plus de Oui, techno, c'est vrai, tu as finalement. raison. Donc, Le, en théorie, enfin, Apple aurait pu vendre ça plus cher. Moi, je le pense. Donc, c'est... problème, pardon, excuse-moi, mais j'allais dire que le problème de Tile, c'est surtout qu'ils ont cette même idée de dire qu'on peut repérer un produit s'il est garé grâce à d'autres personnes. Mais en fait, ça dépend des autres gens qui ont un Tile. C'est-à-dire que si j'oublie mon porte-monnaie dans un bus, il ne sera localisé que si une autre personne possède justement un tracker Tile dans ce même bus. Alors, c'est pas du tout la même force de frappe Bien qu'Apple sûr. qui utilise des iPhones. Et c'est là où ça va être très compliqué pour une entreprise comme Tile. D'ailleurs, elle essaye d'attaquer Apple d'un point de vue anticoncurrentiel en saisissant les autorités américaines, parce qu'elle est consciente que c'est impossible d'attaquer celui qui est le propriétaire de l'écosystème de smartphones. Ils ne peuvent pas gagner cette guerre. Bien sûr. Voilà. Bon, alors ça, c'est les AirTags. Ça, c'est les Si, AirTags. si vous voulez réagir, n'hésitez pas, vous nous faites un Voilà, petit exactement. coucou, hein. C'est C'est ça ce que j'allais l'objectif dire. aussi de ce chez Jérôme et François un peu particulier. Levez la main et puis on vous fera Voilà. monter. On a Zuber qui est là, qui a déjà levé la main. Alors je vais le faire monter sur scène. On stage. Alors, s'il vous plaît, juste une petite chose pour l'enregistrement. Essayez d'avoir des réponses assez courtes pour qu'on puisse, après, durant le montage de la version définitive, avoir un maximum de commentaires de personnes différentes, en fait. Ouais. Salut Zuber. Salut Alors- messieurs. Alors je vais pas trop vous parler d'accessibilité. Alors oui, je m'appelle Zuber et j'accepte d'être enregistré. Voilà. C'est gentil. Ah, C'est ça, bien. c'est une bonne nouvelle. Parce C'est marqué dans le titre. Hein. C'est vrai qu'il faut accepter là. on aurait été un Ouais, peu dans la mais- merde quand même. Ouais, parce qu'on a essayé de se créer un truc entre nous et en disant un peu le message de vouloir accepter l'autorisation vocale. Voilà. Moi, je suis un peu déçu des AirTags parce que la promesse d'une géolocalisation de notre produit par les autres smartphones, j'aurais aimé
avoir une précision de notre position pour mieux cartographier les alentours et améliorer le guidage pour les personnes en situation de handicap. Mmh. Voilà. Mais c'est Voilà. c'est une autre fonction, en fait, ça. Parce qu'il y avait des rumeurs où il y avait la puce U1 qui allait être intégrée dans les AirTags. Voilà. Ah oui. J'avais ça en tête, couplé avec les lunettes à réalité augmentée. Ça aurait été un pur bonheur. C'est sûr. Et Bah écoute, Alors, voilà, ils étaient déçus. peut-être plus tard, ça viendra Oui. peut-être. J'espère. Voilà. merci Zoubert pour ce petit commentaire. Merci beaucoup. Tiens, il y a Canton qui est là, qui a levé la main. Donc, c'est à toi, Canton. Bonsoir. Oui, bonsoir Jérôme, bonsoir François, bonsoir Nicolas. Salut. Je voudrais juste revenir sur. Je suis chroniqueur dans TechCraft, un podcast. Ravi d'ailleurs de vous parler, je vous suis depuis longtemps. Bref, je voulais juste revenir sur un petit point. Vous avez signifié que les AirTags, ce serait un peu le produit qui serait d'ici quelques années répandu partout. Moi, je pense qu'il y a un point qui est important et qui n'a pas été développé lors de la keynote, c'est son intégration au sein d'HomeKit. Pour moi, ça va être très important parce que justement, on a cette possibilité de détecter le AirTag à distance. Mais il faut voir à quelle façon, enfin dans quel moyen il va être intégré dans HomeKit et à quelle façon on va pouvoir l'intégrer dans Raccourci. Vous voyez l'application qui a été achetée là il y a très longtemps. Et je pense que ça c'est un point qui est très important et qui va en faire vendre des palettes. Oui, c'est vrai. Voilà. HomeKit, qui est donc la plateforme objet connecté pour la maison et qui est accessible quand on utilise un iPhone ou un iPad, simplement en glissant un doigt, en fait, on le met dans comment s'appelle, le centre de contrôle là, et on a Oui, tous les raccourcis HomeKit. Et c'est vrai que ce serait logique que les AirTags soient intégrés là-dedans. Mais je pense que ça peut vraiment typiquement faire partie des trucs qui seront annoncés plus tard. Non, tu crois pas, Nicolas? Oui, j'allais demander justement, Quentin, j'imagine que tu t'appelles, ou Canton, c'est Kenton. Kenton? Ah ouais. Ok, bah alors j'allais te demander, tu l'imagines comment cette implémentation d'HomeKit dans les raccourcis? Parce que j'ai du mal en fait à voir aujourd'hui sur le AirTag, dans cette première version, à quoi ça pourrait servir. Par contre, là où je rejoins Jérôme, je pense que dans le futur, quand tu auras cette marque AirTag dans plein de produits, dans des télécommandes, dans plein de choses, là ça va avoir beaucoup d'intérêt pour localiser l'emplacement d'un produit dans une maison. En fait, je vois ça parce que justement, vous faisiez mention de Tile, qui, comme d'autres articles de ce type-là, permet d'être détourné dans le cadre d'une installation domotique et permet de gérer du présentiel à domicile ou pas. Et justement, à travers raccourci, permet d'activer certaines choses. Alors, je pense que chez Google et chez Amazon, c'est déjà le cas, mais HomeKit étant un petit peu en retrait là-dessus, on utilise ce type de tile, de capteur, pour faire des actions à la maison via HomeKit. Et actuellement, Apple ne propose rien qui permet de faire quelque chose de très bien. Alors, il le propose via le GPS de l'iPhone, mais s'il n'y a plus de batterie, s'il est éteint, s'il est, je ne sais pas à la maison, en tout cas, on ne peut pas exécuter les actions. Et je pense qu'ils ne l'ont pas dit, mais que ça va être le cas puisqu'ils ont mis en information, alors je sais que vous n'en avez pas encore parlé, que vous en parlerez après, sur l'Apple TV 4K, que ça supportait le protocole Thread. Et c'est un protocole domotique qui est l'évolution du Zigbee et qui est donc le protocole domotique le plus utilisé actuellement. Donc je pense que tout ça, ça va se rassembler au bout d'un moment. Je pense que peut-être en 1 heure, ils n'ont peut-être pas eu le temps de détailler tout ça, mais je pense que ça va être un point intéressant et qui va permettre de vendre des palettes de AirTag et surtout de faire marcher la domotique encore plus loin au niveau de HomeKit. Et puis c'est tellement la stratégie d'Apple de lancer un produit comme ça et de créer tout un écosystème autour les années qui suivent, les mois ou les années qui suivent. Merci Canton pour ce petit message. On a aussi. Je vous en prie, c'est un plaisir. Mais merci en tout cas de nous suivre, Canton. Michael qui veut prendre la parole aussi. Bonsoir Michael. Bonsoir. Bonsoir Jérôme, bonsoir François, bonsoir à toutes et tous. Écoutez, je suis ravi déjà de pouvoir intervenir dans cette émission que j'adore, que je suis aussi régulièrement, qui nous accompagne donc tous les mois. Moi, j'ai été quand même un peu surpris. Je pense que j'ai peut-être pas été le seul, mais c'est quand même par rapport au look de ces nouveaux iMac. Voilà, c'est vrai que honnêtement, j'ai pas tout compris. Après, effectivement, il faut les voir en vrai, mais le logo qui passe derrière, en fait, je m'interroge sur la logique. Alors, si c'est la logique de suivre le look des iPhones, mais c'est pas tout à fait pareil.
C'est des iMac qui sont très légers, une prise jack sur le côté, un casque, un petit mouvement brusque si on a du filaire. Qu'est-ce que ça donne sur un ordinateur aussi léger? Je m'interroge ce qui est prévu, et puis peut-être qu'il y a des nouveautés qui vont arriver sur les modèles, on va dire, pro. Mais rien que l'absence de ce logo Apple, je trouve ça étonnant. Ça crée une drôle d'esthétique qui m'interroge, quoi. Donc je suis assez surpris. J'attendais le nouvel iMac avec un peu d'impatience. Finalement, je suis passé au MacBook Air à main. Et puis je regrette pas, mais je suis un petit peu étonné, quoi, au niveau du look en tout cas. Après, c'est vrai qu'il y a le côté coloré qui va être très sympa. Et puis malgré tout, sur un entrée de gamme avec aussi peu de ports de série, je trouve assez étonnant sur un ordinateur qui est quand même qui va être sans doute familial, et qui soit entre guillemets aussi limité qu'un ordinateur qui a plus une vocation portable, ou c'est un peu étonnant, mais je voulais partager ça parce que c'était une belle surprise par rapport à certains manques, et puis des choses un peu basiques de design j'ai l'impression de un peu voir une Tesla sans son logo à l'avant, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête pour se dire, tiens, on va le mettre derrière. En fait, voilà, ce que je me disais, c'est presque un ordinateur qui a l'air joli, mais vu de derrière. Donc je me disais, et en fait, je me suis dit, depuis l'iPod Nano, ces petits stickers Apple, j'aurai un nouvel iMac, et je me dirais, je sais quoi en faire. Je vais mettre un petit sticker pour un peu équilibrer ce graphisme, parce que ça fait un petit peu ce qu'on voit dans les films où c'est masqué, ou dans des pubs on voit pas la marque. Donc voilà. Merci Michael pour ce petit Merci. témoignage. Patrick aussi voulait prendre la parole. Bonsoir Patrick. Bonjour à tous, bonjour Jérôme, bonjour François, bonjour Nicolas et Michael. Effectivement, moi aussi, ce logo, en fait, je l'avais pas vu qu'il était plus devant. Je voyais bien qu'il manquait quelque chose, mais en fait, je l'avais pas vu. Et on me l'a signalé, on m'a dit, tu as vu, il y a quelque chose d'étonnant sur ces nouveaux iMac. Je dis, ah non, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Regarde, c'est les yeux au milieu de la figure. Mais je dis, non, je les ai bien regardés dans tous les sens. Et effectivement, quand j'ai comparé avec l'ancien, évidemment, le logo qui est derrière, le logo de la pomme qui n'est plus devant. Donc ça fait, et quand on le réalise, en fait, ça fait un grand vide parce qu'on voit ce bas là et il manque ce logo. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on ne s'en aperçoit pas. Et ça, c'est aussi toute la force d'Apple, parce que le logo est derrière. Et donc tout de suite, voilà. Et je m'en étais pas aperçu. Je sais pas si vous, Jérôme, François, vous en étiez aperçu, ou même Nicolas. Ah si, on l'avait vu pendant la keynote, ouais. On s'était fait la remarque. Et c'est assez étonnant, ouais. Et sinon, sur les AirTags, ce que je voulais dire, en fait, il y a 3 technologies à l'intérieur, hein. Il y a le NFC, il y a le Bluetooth, et il y a le WB, je sais plus, ultra wideband. Voilà, ultra wideband, voilà, exactement. En fait, il y a ces 3 technologies. Et en fait, le réseau maillé, donc pair-to-pair, c'est-à-dire d'appareil en appareil, se fait avec ce nouveau réseau qui existe depuis longtemps, mais qui n'avait pas été utilisé, en fait. Et donc, la technologie NFC sert simplement à identifier le device. Par exemple, si vous êtes sur un Android, vous retrouvez votre AirTags, il vous identifie et il vous dit à qui il appartient, et vous avez tous les éléments pour pouvoir le retrouver pour un autre utilisateur. Eh bien, dites donc, en tout cas, je pensais pas que le logo et la disparition du logo sur la face avant ferait autant parler. Autant, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai nous aussi, ça nous avait choqué, hein, quand même. C'est un peu bizarre. Oui. Moi, ça m'a pas choqué, mais c'est vrai qu'on s'est fait la remarque. En même temps, celui qui est sur le dos de l'appareil est 2 fois plus gros. Mais comme disait JB pendant l'émission l'autre jour, mardi, il n'avait pas tort, c'est que c'est tellement beau un truc comme ça, c'est que souvent on n'hésite pas à le mettre au milieu du salon avec le dos de l'écran tourné, très visible, et en fait on le voit bien du coup le logo qui est sur la face, qui est sur le dos. Alors c'est parti. Deuxième sujet, qui n'est pas très loin d'Apple évidemment. Effectivement, on voulait parler un petit peu de l'avenir des keynotes, parce que alors moi j'ai été assez interpellé, je sais pas si tu l'as vu ça François, c'est un papier du New York Times. En fait, c'est la journaliste tech du New York Times qui édite une newsletter qui est super intéressante d'ailleurs, qui s'appelle On Tech. C'est Shira Ovid, et elle a fait un papier il y a quelques jours pour dire ça suffit les keynotes débiles.
C'était la veille de la keynote Apple et c'était au lancement d'une annonce de produit de Microsoft. C'était un beau produit, hein, c'était le nouveau Surface, je sais plus comment il s'appelle, mais il y avait un contraste énorme parce que Microsoft venait de l'annoncer par un simple communiqué, enfin une page web avec 3 photos, un texte, etc. Et pendant ce temps, on avait reçu des invitations pour la keynote Apple qui allait se passer en fanfare. Même si depuis un certain temps, évidemment, depuis un an, en fait, il n'y a plus de réelle keynote. Mais du coup, c'était intéressant parce qu'elle disait, mais écoutez, vous savez quoi ? En fait, ça n'a plus de sens, ces grandes keynotes avec du public, où on déplace tout le monde. Et c'est vrai qu'on en a fait plusieurs, nous, François, que ce soit soit aux États-Unis, soit en Asie, soit à Berlin, Nicolas, etc. c'est de quoi on parle aussi. Hein, Et Nicolas aussi, qui a parcouru le monde en suivant les keynotes. Et donc voilà, la question se pose finalement, est-ce que ces grandes présentations de produits c'est toujours magistral, hein, c'est toujours avec parfois il y a des orchestres, il y a des artistes, il y a quand c'est Apple, il y a des groupes de rock à la fin, ça se termine avec Bono, ça se termine avec bon, c'est Apple qui a créé le truc. Est-ce que ça a encore un sens et est-ce que quand on reviendra à une vie normale après le déconfinement, est-ce que vous pensez que ça va redémarrer? Est-ce que cela aurait un sens que ça redémarre ce genre de grands événements? Nico, tu commences, après j'y vais. Ok, alors ma réponse, elle est un peu, c'est pas un oui ou un non, parce que je suis quelqu'un qui milite depuis avant le Covid pour dire qu'il faut arrêter justement ces grands événements qui déplacent des journalistes du monde entier, souvent pour un aller-retour à l'autre bout du monde, pour voir juste un produit dans une salle de presse. Mais en même temps, je trouve que le New York Times, c'est pas la première fois qu'ils font un papier de ce genre, que c'est d'une arrogance assez immense parce que quand on est le New York Times, on va forcément avoir accès à l'information en avant-première et à une discussion avec les chefs produits d'une marque si on le souhaite. Mais tout l'avantage de ces événements, c'est que généralement, il y a des blogueurs, il y a des petits médias, il y a plein de personnes qui ont la possibilité d'aller dans des réunions avec le vice-président d'une marque, qui peuvent lui poser des questions au même niveau justement qu'une personne du New York Times. Et c'est pour ça que je suis très partagé sur cette question. Je pense très sincèrement qu'il faut arrêter les gros événements où 30-40 journalistes partent dans un avion pour un aller-retour. Peut-être que faire des événements vidéo, c'est très bien, tout ça, mais arrêter le format keynote. Ou localiser complètement, Nicolas, bien sûr, mais pour on voir peut faire un événement à Paris. Pour voir un nouveau Samsung, il y a bien un chef produit qui peut l'apporter à Paris, et là, on récupère. On peut lui parler en visio. Moi, c'est plutôt ça aussi, à ce que je pense. Je pense que les conférences qu'on a pu faire, les briefs qu'on a pu faire depuis un an avec le Covid en visio, ne sont pas moins intéressants que ceux qu'on fait en réel quand on se déplace. Et le truc, c'est que le New York Times, eux, ils appellent complètement à casser l'aspect événementiel, et ils aimeraient que ce soit juste un communiqué de presse. Mais c'est trop facile à dire quand on est un média qui va être informé 1 ou 2 semaines avant l'événement, qui va avoir plein d'interviews, on va être le média de référence, alors qu'ils prennent pas en compte qu'il y a plein de plus petits médias qui, eux, ne peuvent pas en fait obtenir toutes ces informations-là. Donc je sais pas, moi j'aimerais bien un modèle hybride. Je pense que qu'une fois par an, il y a un gros voyage pour une marque parce que justement, il y a des usines à visiter, il y a une nouvelle technologie à montrer, peut-être, mais qu'on revienne à un système hybride entre les deux est une bonne chose, mais complètement tout abandonner comme ils le disent, pour moi, ça serait une erreur et ça ferait perdre en diversité journalistique. Mais est-ce que ça dépend pas aussi du contenu? Parce que autant il y a des keynotes qui se révèlent super intéressantes, où on a découvert, je veux dire, les keynotes où tu peux toucher les nouvelles générations d'iPhone à la fin de la keynote, etc. Ça a du sens. Autant on a tous vécu des keynotes où il y avait rien, quoi. C'est parce qu'il fallait faire un événement, il fallait être présent, il fallait exister médiatiquement. Donc on fait un truc gigantesque, parce que c'est ça aussi, c'est que tout le monde ne le sait pas, mais on a assisté à des événements, mais c'est plus que des concerts de rock, c'est plus que des meetings politiques, c'est des débauches de moyens. C'est sûr. C'est grandiose. Les keynotes de Samsung, elles sont impressionnantes. Et rappelle-toi celle de Huawei. Alors là, et de Huawei, bien sûr, oui, c'est des trucs de fou. Et puis il y a des milliers de journalistes. Il y a beaucoup plus de journalistes tech que de journalistes politiques, puisque évidemment c'est à l'échelle internationale. Et du coup, ça prend des proportions incroyables. Mais quelquefois, c'est pour rien du tout, ou pour 3 fois rien, quoi. Après, c'est ça qu'il faut arrêter. C'est un sujet assez complexe. Je suis d'accord, Nico, parce que je pense que cette pandémie a fait sortir 2 problèmes.
déjà que ça marchait en visio. Voilà, pas tout, mais certains trucs marchaient en visio. Et deux, ça a ouvert les yeux à pas mal de monde on va dire, du gaspillage que représente à la fois d'argent, la pollution de tous ces avions qui partent pour emmener des journalistes à droite, à gauche, etc. Et je pense que tout ça est beaucoup plus compliqué parce que, ça fait vivre un écosystème, une économie. Voilà, quand tu fais venir 1000 journalistes à Zurich, ben, il y a des centaines de chambres d'hôtel, il y a des restaurants qui vont Oui, parce remplir que la question d'après, c'est des faut-il supprimer les clients. salons, hein? Non, mais voilà, mais c'est ça. Et tout est intimement lié, tu vois. Demain, le MWC de Barcelone, où il n'y a plus de salon à Barcelone, alors que Barcelone a investi des centaines de millions d'euros dans des structures, des transports, enfin tout ça, c'est une catastrophe économique. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que la tech, c'est du virtuel, mais c'est aussi des produits, c'est des rencontres, c'est des échanges. On l'a bien vu, hein, le CES virtuel, ça a été un échec. Il faut pas se voiler la face. Je pense qu'il y a peu de C'était pas très journalistes. fun. Voilà, on n'avait pas le même sentiment, c'est tout à fait normal, hein, se retrouver devant un écran d'ordi avec des vidéos qui partent et se balader comme ça en flânant, le nez en l'air dans des allées de salons, ça n'a rien à voir. Et je pense que il faut continuer les salons, les gros salons avec la possibilité pour les journalistes de découvrir des nouveautés, voilà, de ressentir un petit peu les tendances de l'innovation. Et puis en revanche, c'est vrai que parfois certaines keynotes de marques n'ont pas lieu d'être. Et on s'en rend compte aujourd'hui. Et je pense que certaines marques vont s'en rendre compte là. Hein, je pense. Et tu vois, je pense même que j'irais même plus loin. Alors bon, les salons, effectivement, la question peut-être se posera, mais plus tard. Là, on est juste sur les keynotes. Est-ce que finalement, encore une fois, c'est Apple qui s'en tire le mieux? Parce que maintenant, donc depuis un an, il y a eu quoi? Il y en a eu 3 ou 4 hein, de keynote Apple comme ça en virtuel entre guillemets. Ça fait un an. Il y en a même eu 5, je crois. Ouais. 5, ah oui. Mais elles sont super. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors c'est un spectacle, c'est complètement froid. Mais de toute façon, les keynotes c'était déjà froid. C'est pas parce qu'on se déplace qu'on peut on peut pas poser de questions pendant les keynotes. C'est un spectacle. On est là, passif. Les questions éventuellement on les pose après à des gens qu'on va rencontrer en parallèle. Mais donc de toute manière, le côté interactif au moment de la présentation, il n'existe pas. Et ce qu'a fait Apple avec ces espèces de production vidéo, et là, dans la keynote de mardi, le clip carrément inspiré de Mission Impossible, où on voit ce personnage qui s'introduit, qui descend au bout d'un fil. Enfin, c'est une séquence de film, quoi. Et vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, c'est Tim Cook qui est déguisé et qui s'est introduit comme un cambrioleur pour aller piquer le processeur M1. C'était super joli, c'était une très belle production. Et depuis qu'ils font des keynotes, enfin qui ne sont pas des keynotes, mais des présentations comme ça, ils s'en sont quand même plutôt bien tirés. Et je me demande si eux-mêmes reviendront à des keynotes traditionnelles, en fait. Est-ce que c'est pas l'avenir, ces formats vidéo? Voilà. Alors au-delà du Covid, il y avait un constructeur qui faisait déjà ça depuis quelques années, c'est Nintendo, qui avait abandonné complètement les conférences en présentiel pour des événements vidéo. Ça lui a plutôt bien réussi et je ne serais pas étonné qu'Apple continue sur cette lancée et qu'il y ait peut-être un événement par an en présence de public, mais que le reste des événements soient des trucs plus courts avec moins de produits et justement virtuels. Le seul truc qui nous manquera, c'est un Pierre Fontaine ou un journaliste qui, en étant sur place, aura le ressenti des produits tout de suite. C'est ça qui nous manque, en fait. Voilà, c'était la magie un peu des keynotes. Oui, c'est de ne pas pouvoir toucher les produits après, c'est ça que tu veux dire. Hein. Et alors, je suis désolé, mais on le voit, on voit la limite aussi de ces vidéos. Combien de questions on s'est posées sur le design de cet iMac? Parce qu'on voit des vidéos, on se demande si c'est même pas des vidéos faites en 3D avec des faux produits. Il y a que vraiment, quand on rentre dans le showroom, qu'on voit les produits, qu'on les touche, qu'on ressent un petit peu les trucs, qu'on arrive vraiment à se faire une idée. Et ça... Puis c'est le seul moyen de faire un selfie avec Tim Cook aussi. En plus. Ouais. Donc ça pose plein de questions. Et ouais.
On a 2 mains qui se sont levées, et même 3, Même 3, oulala. Même 3, voilà, qui auraient apparemment peut-être quelque chose à dire à propos des keynotes. Anthony est arrivé. Bonsoir Anthony. Bonsoir François, bonsoir Jérôme, bonsoir Nicolas. Bonsoir Anthony. Écoutez, c'est très intéressant comme interrogation parce que c'est vrai que d'un point de vue média, c'est sûr que c'est super intéressant pour vous justement de pouvoir avoir ce contact derrière éventuellement avec les constructeurs, etc. En revanche, d'un côté public, ça a apporté quand même une fonctionnalité d'accessibilité au niveau de la langue parce que le fait que la vidéo soit pré-produite, tout bien timé, eh ben ça rajoute les sous-titres. D'ailleurs, ils le dévoilent dans de plus en plus de langues au fur et à mesure. Et je trouve que du coup, ça aussi, ça les oblige un peu à se structurer sur le format qu'ils mettent en place. Là, 1 heure à chaque fois, timé. Je trouve que c'est plus concis. Alors même si oui, ils mettent là par exemple la dernière keynote, c'était vraiment l'iPad qui a été mis en avant plus longuement parce que c'est une de leurs priorités, j'imagine. Mais quand même, ça permet vraiment d'avoir un format plus structuré. Voilà, et avec de l'accessibilité au niveau du sous-titrage. Ouais, merci beaucoup pour cette remarque parce que c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on oublie une chose, c'est que on a mis dans le même sac en fait, il y a des keynotes auxquels seuls les journalistes peuvent assister. Même, je parle des keynotes, même éventuellement à Las Vegas, au CES ou à Barcelone, etc. Et puis il y en a d'autres qui sont accessibles et qui sont depuis longtemps diffusés en live et principalement celle d'Apple. Et donc du coup, voilà, tout le monde peut voir en fait cette présentation. C'est ça aussi qui change. Et effectivement, si c'est mis en boîte à l'avance, ça permet d'avoir un truc plus léché, plus timé, et aussi avec la question du sous-titre, etc. Ouais, pas mal. Jacques, est-ce que Jacques veut prendre la parole? Oui, Bonjour, il est Jacques. là, voilà. Bonjour Jacques. Bonsoir François, bonsoir Jérôme, bonsoir Nicolas. Juste pour vous dire que moi, il y a un truc qui me réjouit depuis que les keynotes d'Apple sont en visio, c'est qu'on n'a plus les cris hystériques des fangirls du public. Et ça, c'est un véritable bonheur. Ouais, je suis assez d'accord. Voilà. Et après, l'autre chose, c'est que non, faut pas que ça disparaisse, mais oui, il y en a trop. Voilà. Voilà. C'était tout ce que j'avais à dire. Mais c'est un bon résumé. C'est un bon résumé. Merci Jacques. Merci pour ce petit coucou. À bientôt. Sidiki que j'essaye de faire monter, mais j'y arrive pas. François, tu peux essayer? Non, mais écoute, je le vois ça plus. y est. Ah, il est parti. Je le vois plus. En tout cas, moi, sur mon interface, je ne le vois. Ça y est, il est revenu. Vas-y. Sidiki, on l'invite. Ah bah voilà, quand même. Et il est là. Désolé, on n'arrivait pas. Bonsoir Sidiki. Bonjour. Vous vouliez nous dire quelque chose, Sidiki? Oui, moi je pense que dans cette problématique de transition énergétique, je pense que la crise sanitaire est un moyen de repenser nos manières de vie et nos manières de voyage. Donc c'est bien d'avoir des reportages à des milliers de kilomètres de la France. Mais je pense qu'il y a un système hybride qui nécessite, voilà, si c'est nécessaire d'aller visiter certains appareils, c'est bien de le prendre en main. Mais je pense que voilà, un système qui, entre deux, comme disait Nicolas, il ne faut pas qu'on abandonne parce que souvent on a besoin d'y aller. Mais voilà, il faut vraiment réduire pour diminuer le gaspillage des voyages qui n'en vaut pas la peine souvent. Voilà. Donc, privilégier par exemple les sommets de Las Vegas, là où voilà, on a beaucoup de choses avec des entreprises, avec des innovateurs, mais des choses qu'on peut présenter par des vidéos. Je pense que les vidéos de Tim Cook, c'est super cool. Et puis voilà, je pense que essayer de réduire les voyages, voilà, et puis passer beaucoup au numérique, voilà, tant que possible. Merci, tout à fait. C'est exactement ça, parce que l'une des motivations, c'est ça aussi, hein, malgré tout. Alors, ça fera pas plaisir aux transporteurs aériens, mais c'est aussi quand même peut-être de limiter un peu l'impact environnemental de tout ça. Donc, c'est effectivement super important comme dimension. Hein. Mais je pense que les mois qui viennent vont être cruciaux, parce que, bien sûr, la fin de l'année est jalonnée par des grands rendez-vous. Notamment l'IFA de Berlin, qui a annoncé visiblement qu'il voulait que cette année ce soit en physique. Est-ce qu'ils vont y arriver, hein? Il y a le Mobile World Congress qui est plus tôt, hein, qui est fin juin. Alors là, je sais pas, Nicolas, ce que tu en penses, mais ça me paraît un peu compromis pour ce MWC. Alors, ils communiquent sur énormément de mesures sanitaires. On pourra faire des tests partout, à l'entrée, à la sortie. Il y aura des systèmes high-tech hyper compliqués pour que les gens ne puissent pas se croiser ou se retrouver à moins d'1 mètre de distance, etc., etc. Mais
Je sais pas, je trouve que ça va être compliqué. Vaccination En obligatoire, revanche, peut-être, non? le test, à mon avis, le plus important, ça sera le CES 2022 qui remettra en route la machine, je pense. Voilà. Ouais. Si d'ici là, on arrive à sortir plus ou moins de cette pagaille. Espérons-le, oui, n'en doutons pas même. Mais je pense que Sidiki a raison, en fait, c'est une question de mesure, quoi. Limiter les trucs peut-être un peu one shot, et puis ce qu'on disait tout à l'heure, quoi, faire un aller-retour à San Francisco pour 24 heures, c'est peut-être pas vraiment raisonnable. En revanche, une semaine à Las Vegas pour voir des milliers de trucs, ça a sans doute plus de sens. Et puis Nicolas, t'es jamais allé à Las Vegas encore pour le CES? Non, c'est le seul salon que j'ai pas fait, le CES. Oh là là, attends, ça serait dommage que ça s'arrête quand même. Ah ouais. Ah non, ça comme ça, Jérôme t'emmènera au buffet du petit déjeuner. Oh, ça suffit. Jérôme, il va pour ça, hein. Il faut pas se voler la face quand même. Il me fait une réputation depuis des années, ce qui est totalement faux. En fait, il se venge, il met sur moi ses propres travers, tu sais. Travers de porc, tu veux dire. Travers de porc, ouais, exactement. Voilà, exactement. Non. Bon, c'est sur ces bons mots, faut pas exagérer, qu'on va se quitter, non? Bah écoute, Jérôme. Oui, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, bah écoute, ça a à peu près marché, hein, ça a bien fonctionné. Et puis c'est super, je vois la liste de tous les gens qui sont dans la room, là, c'est assez génial. En tout cas, merci d'avoir participé. Alors, soit en ayant intervenu dans l'émission, soit en nous écoutant comme ça en direct. Donc on vous dit merci à tous, merci d'avoir participé, merci d'avoir écouté en live, et puis on vous salue, on vous retrouve le mois prochain pour chez Jérôme et François. Merci à tous et à très vite.